PAST, donc c'est un statut de professionnel associé à mi-temps. Et puis aussi, elle intervient à Brest, Nice, Angers notamment. Donc toujours autour d'enseignements liés à la communication technique et à la rédaction structurée. C'est également la représentante en France auprès de TECOM. Et puis, elle a publié un certain nombre d'ouvrages ou d'articles en lien avec la rédaction structurée notamment, la rédaction technique plus largement, formation et insertion professionnelle. Elle, elle pratique une veille assez régulière justement sur la formation, notamment ADITA et la formation à la rédaction structurée. Et donc, son objectif, excusez-moi, je récupère juste. Son objectif ici dans cette initiative, c'est surtout de faire connaître les avantages d'un format standard ouvert dans l'industrie de la communication technique. Et puis aussi de faire connaître les métiers et les formations de rédaction technique. Bon. Et Nolwenn est une personne très active au sein de la communauté d'ITA en règle générale. Je crois que personne ne connaît son nom de famille, mais tout le monde connaît son prénom dans la communauté. Euh, donc, voilà, les objectifs que nous nous sommes donnés, ce sont de lancer une communauté d'utilisateurs francophones de Standard DITA pour promouvoir l'adoption de DITA dans nos pays, favoriser les carrières dans cette filière. Je crois que c'est un point important à la communauté, surtout par les temps qui courent. Être influent auprès de la communauté mondiale, donc ça c'est aussi le volant de l'autre côté, c'est nous pouvoir peser un petit peu auprès de cette communauté, et puis comme toute communauté, promouvoir des échanges et de la collaboration, donc autour de bonnes pratiques, solutions techniques, innovation, tout ce qui peut être échange, collaboration, si c'est des after-work sur les goûts de whisky, des choses comme ça, tout est bon pour que la communauté fonctionne. Donc, on va parler un petit peu de cette communauté maintenant. À travers, donc, comme vous le savez, je vous ai, avec l'aide d'Amanda, bombardé de messages LinkedIn pour rejoindre un groupe LinkedIn, après pour participer à cet événement, répondre à une enquête. Donc, il y a eu beaucoup de communication autour de ça. Donc la communauté à ce jour, alors je suis un peu en retard parce qu'il me manque une dizaine de personnes. Donc ça c'est le groupe LinkedIn. On voit que on est à peu près 190 maintenant inscrits sur ce groupe LinkedIn. On voit les différents pays dans lesquels les gens sont présents. Donc pour Camille, il a répondu un peu tard, il s'est connecté un peu tard, donc il n'est pas dans mon enquête. La Roumanie est un petit peu plus loin. Voilà, donc ça c'est, on voit le point. La répartition entre les villes, donc Paris et la région parisienne étant, alors Paris c'est au sens large, hein, c'est Paris et région parisienne. Les autres zones, Rennes est assez prépondérant, mais je pense que c'est lié à l'université de Rennes premièrement et à nos réseaux, puisque Catel, Nolwenn et moi-même sommes basés à Rennes. Donc ça, forcément, il y a un certain biais de ce point-là au départage de la communauté. Je pense que des régions comme Lyon, et c'est tout sera tout l'objectif de Lionel, de développer la partie Lyon. On sait que Nice, et puis un des objectifs, ce sera aussi pour nous de nous assurer que ce n'est pas DITA en France, mais c'est DITA en français. Donc on a aussi les régions comme Gand, où on a pas mal de personnes, et régions comme Lausanne, Genève aussi, où on a un certain nombre de personnes qui doivent se développer. Donc là, je vous le rappelle, 190 personnes à peu près. Maintenant, on va parler de l'enquête que nous avons faite. Alors l'enquête, les résultats qui sont présentés de l'enquête, là, sont des résultats complètement préliminaires. C'est basé sur 20 réponses. Déjà, on a déjà 10 réponses de plus, et on va continuer à relancer l'enquête pour avoir des éléments encore plus probants. Donc pour l'instant, considérez ces éléments-là comme des éléments d'information. Je pense que d'ici un mois et demi, par là, on diffusera un peu plus à tout le monde. On vous peut-être partager votre adresse email et on pourra vous envoyer un petit peu plus de détails sur comment elle se répartit. Donc les fonctions, comment ça se répartit pour l'instant? On voit quand même que ce sont les rédacteurs techniques qui sont les plus représentants, représentés, développeurs outils, chefs de projet ou consultants. Voilà, on va retrouver les fonctions. Finalement, ça représente, je pense, assez bien la typologie qu'on estimait avoir et de répartition dans ce métier-là, avec effectivement des traducteurs, traductrices qui
qu'on retrouve pour être exact, c'est un peu spécifique à la France d'avoir la traduction assez près de la partie rédaction technique. Dans la majorité des communautés d'ITA, notamment dans la communauté d'ITA mondiale, les gens qui parlent de localisation ou de traduction dans les conférences sont en général limités à 2 ou 3, dont je fais régulièrement partie. Donc c'est pas si fréquent que ça d'avoir cette photo-là. D'avoir des enseignants aussi, c'est aussi important, c'est aussi un peu particulier, mais c'est très bien d'avoir cet équilibre-là. Voilà. Après, on a demandé aux gens s'ils étaient en entreprise ou en société de service ou indépendant. On voit que quand même la majorité des gens sont en entreprise, donc c'est, je pense, aussi intéressant. Donc après, la deuxième question, c'était sur l'utilisation de DITA. Donc parmi encore une fois, ces 20 personnes, les 3 quarts l'utilisent quotidiennement. 15% à peu près occasionnellement et simplement 10% pas encore. Je pense que c'est notre communauté aussi qui touche forcément au départ tous ceux qui sont d'ITA. Je pense qu'il y en a beaucoup plus de gens qui sont potentiellement intéressés qui pourraient nous rejoindre de ce côté-là. Alors, quelle version de DITA comme on est, je dirais, peut-être des types un peu plus récents en France, c'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de 1.2 et 1.3, donc, qui représentent plus des 3 quarts de la population, ce qui n'est pas le cas chez DITA sur DITA en règle générale. Par contre, on n'a pas de 1.0, donc c'est déjà assez rassurant de ce côté-là. Voilà, donc la répartition. Est-ce qu'il y a des spécialisations? Là aussi, je pense que il y a très peu de gens qui utilisent des spécialisations d'ITA avec des spécialisations. C'est souvent réservé à des grandes entreprises. Peut-être le profil des entreprises en France fait que on est moins sur des aspects spécialisés. Peut-être c'est aussi la jeunesse de d'ITA qui fait qu'il y a peu de moins de spécialisation. Ça vient peut-être dans un deuxième temps. Voilà. Donc ça, c'est le point. Après, on a essayé d'en savoir un peu plus autour des outils. Mais encore une fois, les outils, là aussi, on est sur 20 réponses. Donc, il ne faut pas en déduire quoi que ce soit de façon significative. En rédaction, on peut voir que Oxygène est assez majoritaire. Et je crois que tout le monde en est conscient. Donc, je crois que c'est un bon outil, mais il y a d'autres outils sur le marché aussi. Mais voilà, on s'aperçoit que Oxygène, depuis quelques années, a pris le dessus. Je crois que c'est indéniable. Mais, pour ce qui est gestion de contenu, un par très contre, bon là, outil, je dirais même. oui, oui, je te vois pas dans le truc, mais je pense que donc juste pour signaler, Julien qui est dans notre communauté travaille pour Microsoft, donc développeur d'Oxygène. Côté gestion de D'ailleurs, contenu, bon bah c'est moi qui fais les traductions aussi. D'ailleurs, je tenais à vous dire, si vous voyez des défauts de traduction, n'hésitez pas à les faire remonter au support parce que mon boulot de base n'est pas traducteur du tout. Mais j'ai essayé d'accord, de faire du mieux que je peux pour que vous ayez une application en français. d'accord. Très bien. Donc, en gestion de contenu, là, on va retrouver un petit peu tout le monde. Et là, on est sur des 1, 2, donc c'est pas du tout significatif. Voilà. Quelque chose qui sont assez intéressantes, c'est quand même, on a, sur ces réponses-là, on a à peu près, allez, 25% qui sont sans CMS. Ce qui, je pense, est euh, assez peu représentatif de la population dite mondiale. En général, beaucoup de gens dans le monde utilisent mettent en place des CMS systématiquement. Et puis après, l'utilisation de DITA-OT pour le public. Pardon, excusez-moi, vous voyez encore du français, de l'anglais, je suis désolé, ça m'arrive de laisser passer. Donc, qui utilise DITA-OT pour la publication, on est à 70% à peu près. Donc, je pense que là aussi, c'est assez. Ça va être très, très majoritaire. Donc, voilà pour les outils. Maintenant, on a. Oui, vas-y. J'ai juste une petite question sur ce qu'est le système. Je pense que c'est des gens qui utilisent un serveur partagé. Andy posait la question. Un serveur partagé pour stocker leurs fichiers. Oui, à mon avis, c'est le cas. Enfin, je connais deux, trois sociétés en France qui utilisent ce point-là. C'est-à-dire, c'est un serveur partagé sur lequel ils ont défini une arborescence que tout le monde partage. Voilà. Et même les deux, trois que je connais n'utilisent pas d'outils de gestion de conf, de gestion de version comme SVN. Donc, voilà, voilà, c'est en termes de nombre de réponses, encore une fois, sur 20 réponses, donc n'extrapolons pas trop. Mais parfois, c'est des gens qui sont en phase, c'est des gens qui sont en phase de démarrage ou de pilote. On a vu qu'il y en avait qui démarraient, qui utilisaient occasionnellement, qui démarraient juste. Voilà.
donc après, on a demandé un petit peu aux gens quelles étaient leurs attentes. Et on voit très bien, et c'est un peu un lien avec la partie rédaction, la partie profil, on voit que l'objectif des gens, c'est d'étendre le réseau pro. Et donc, c'est vraiment, on est en plein dans l'objectif, c'est se perfectionner dans l'utilisation de DITA, puis donner plus de poids aux francophones, disposer de ressources en français. Voilà, on va retrouver les points principaux. Je pense que là, on est parfaitement en phase avec les objectifs de la communauté. Mais encore une fois, une communauté, c'est toujours pareil, je ne sais pas comment le dire en français, c'est give and take, c'est-à-dire que tout le monde doit contribuer, on n'est pas simplement consommateur de la communauté, tout le monde doit contribuer. Et le dernier sujet, sur les attentes en termes de communication ou de modération, je ne sais pas si le terme est français, d'animation de cette communauté. Donc, ce que les gens ont demandé aux gens ce qu'ils s'attendaient, en fait, on a un peu plus de réponses depuis. Et en fait, celui qui est en tête maintenant, c'est la conférence virtuelle annuelle sur une journée. C'est bien ça, Amanda? Je ne dis pas de bêtises. C'est celui-là qui est arrivé, qui est en tête maintenant. Oui, c'est celui-là. Voilà. Donc voilà les sujets qu'on envisage. C'est une conférence virtuelle. Alors ça rentre, c'est à l'ordre du jour maintenant, les virtuels sur une journée. Des webinaires de temps en temps pour partager un certain nombre de sujets, on va y revenir, voir des questions-réponses avec des tables rondes, des conférences avec des rencontres physiques. Je pense que peut-être qu'on aurait fait la même enquête il y a un an, peut-être que les réponses auraient été un peu plus en direction de présence physique. Mais voilà où on en est pour quand les conférences physiques reprendront, peut-être qu'on pourra organiser en marge, comme on le faisait un petit peu avant avec Marie-Louise, quand on avait en DITA Europe, on essayait de se faire un petit moment entre francophones pour faire une petite communauté. Très bien. Donc voilà la communauté où on est pour l'instant. Il y a plus de réponses, on en aura plus, on partagera à ce moment-là. Donc après, pour essayer de faire avancer cette communauté, bon, on a essayé, même si ça paraît un peu directif au sein d'une communauté, mais essayer de définir des chantiers. Entre nous, on a défini un certain nombre de chantiers en disant voilà vers où on pourrait aller, voilà ce qu'on pourrait faire, et on va essayer de fédérer la communauté autour de ces chantiers-là. Alors, à vous de nous dire si les chantiers si on a bien tout couvert, et ce qu'on aimerait, c'est que ces chantiers-là, des gens lèvent la main en disant moi je suis intéressé, je peux contribuer, je peux participer à ce chantier-là. Donc, on va passer dessus, sur les chantiers envisagés. Donc, le premier, Catel, peut-être, tu veux... Oui. Donc, premier chantier identifié, ce sont ces fameuses ressources en français. C'est intéressant d'avoir entendu, par exemple, Julien tout à l'heure qui disait qu'il mettait à disposition des ressources en français, mais qu'il n'était pas traducteur. Peut-être aussi qu'il aimerait utiliser son temps à d'autres activités. Donc, une telle communauté, je ne sais pas, hein, je pose la question, mais peut-être apporter aussi un soutien de ce côté-là, ou en termes, en tout cas, de validation d'une terminologie, d'harmonisation d'une terminologie. Ça, c'est un des points que j'ai indiqué donc, sur la diapo. Je pense que là, en tant qu'universitaire, en lien avec les professionnels, il y aurait moyen de faire quelque chose d'intéressant pour pas qu'il y ait, comme dans bien des domaines naissants où il n'y a pas une terminologie dans une certaine langue, des termes qui vont partir un petit peu dans tous les sens et un même concept en anglais traduit de 3 façons différentes. Donc ça, on aimerait l'éviter. Autre objectif, alors là c'est plus qu'un objectif, c'est une réalisation, c'est le guide de style DITA en fait de Tony Self, les bonnes pratiques pour les rédacteurs. Ce guide-là a déjà été traduit, donc avec le concours beaucoup de Nolwenn Gabriel et beaucoup des étudiants aussi du master donc, de Rennes 2. Donc celui-là, il va être disponible bientôt en ligne, ce guide de style en français. Quoi d'autre? Oui, en termes d'initiative aussi, learningdita.com est en train d'être traduit, si je ne m'abuse, hein, par une traductrice indépendante, Marine Martin. Je crois qu'elle est oui, présente d'ailleurs. Elle est là. Voilà, le site existe, il s'appelle learningdita.fr. Il n'est pas joli. Et je suis constamment en train de supprimer, remettre les cours. Il y a les 4 premiers cours qui sont complètement traduits.
et je suis en train de les remettre, d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent être accessibles et qu'on puisse les suivre. Alors, tout n'est pas encore parfaitement traduit, puisqu'il y a aussi les traductions du LMS que j'utilise qui ne sont pas super. En tout cas, c'est très intéressant. Ça donne encore une base supplémentaire en français et je pense qu'il y a des rapprochements intéressants qui pourraient être faits avec C'est quel LMS, Marine, que tu utilises? Landash LMS, c'est le LMS que Scriptorium m'a préconisé. J'aurais à discuter dessus parce qu'avant d'aller sur ce LMS, j'en ai essayé d'autres et je me suis finalement rabattue sur le même que eux. Ils m'ont passé le plugin, ils m'ont tout passé pour que je puisse monter le site. Mais je le fais vraiment sur mon temps et sur mes données personnelles, donc ça avance comme ça peut. D'accord. Bah, le principe d'une communauté, voilà, c'est qu'on aura dans la communauté, on espère avoir d'autres membres qui vont être prêts à contribuer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de la salle qui sont intéressées par participer à des sujets terminologiques ou des sujets de traduction sur des ressources? C'est possible. C'est possible. Qui a dit c'est possible? Camille Tan. D'accord. Bon, bah écoute. Dans la communauté, enfin, dans les personnes présentes, d'anciens étudiants de la formation en N2, donc je les invite très fortement à contribuer dans ce domaine-là. Ils sont bien placés aussi. Je serais intéressé aussi pour participer au projet de traduction. D'accord. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez écrire Dans la partie, vos noms voilà, dans la partie. dans la partie chat? D'accord, oui. Avec la thématique. D'accord. Voilà, donc là, on aurait pu, voilà, le principe, pourquoi participer aussi, c'est, comme je disais, c'est une communauté, on participe, on fournit, on donne et on reçoit. Il y a aussi tout le crédit, c'est-à-dire que on peut, les gens qui seront dans cette, la communauté ne va pas prendre le crédit, c'est les personnes en question qu'on pourra trouver un moyen d'avoir traduit par ou la contribution de personnes ou dans les communications. Oui, et puis il y a aussi des rôles qui peuvent être. Alors, on peut participer activement à la traduction ou à un glossaire terminologique, mais on peut aussi participer à la validation des termes, donc ce qui peut prendre éventuellement moins de temps aux personnes si elles n'en disposent pas tant que ça. Donc, il y a différentes formes et différents niveaux de collaboration possibles, je pense. Voilà, puis on va revoir, il y aura peut-être des sujets, on verra après par ailleurs. Donc ça, c'est un des sujets qui est important. Les ressources, on a identifié ces ressources-là, mais si vous avez d'autres ressources dont vous pensez, vous identifiez des ressources dans votre parcours en disant ces ressources-là, elles sont intéressantes, ça vaudrait le coup de les partager, qu'elles soient disponibles en français pour l'ensemble de la communauté, bah, je pense que c'est bien aussi de le signaler. Je pense que ces deux-là, guide de style DITA et learningdita.com, sont intéressantes. Quand on va passer au sujet suivant, on va parler de l'adoption de DITA. Il y aura peut-être des ressources pour aider les gens à adopter DITA qui seront aussi nécessaires en français. Donc peut-être, voilà, donc ça c'est Nolwenn qui est censé piloter cette partie-là. Catel, tu prends ou Je veux bien essayer. tu mets ta perruque Nolwenn, et tu... Voilà. Je vous garantis pas que je vais avoir la même tonalité ni rien, mais donc oui, sur la partie promotion d'ITA, donc ce qu'elle suggère, c'est que ça pourrait éventuellement se faire en lien avec le sous-comité d'ITA Adoption. Elle indique qu'il y a peu de ressources disponibles, qu'il y a certainement un manque de ressources pour certains publics, et donc elle pose plus de questions qu'elle ne donne d'affirmations. Donc elle nous demande, selon votre expérience, quels sont les aspects qui vous ont le plus marqué et les ressources qui vous ont le plus servi. Et elle identifie comme volontaires donc, des personnes qui auraient mené un projet dans leur entreprise, des personnes qui souhaitent piloter un projet, les architectes d'ITA, les consultants, etc. etc. Donc là, je crois que c'est intéressant. Effectivement, si on a des personnes qui ont réussi à vendre DITA en interne ou qui ont vendu DITA dans leur entreprise, je crois que c'est particulièrement intéressant de voir. Je ne sais pas si Patrice ou il y a peut-être des gens chez vous qui sont peut-être des évangélisateurs de DITA.
Mais j'ai pas compris la question par contre. C'était quoi? La question, en fait, l'idée, c'est de donner des ressources ou des éléments aux gens qui voudraient vendre Dita à l'intérieur de leur entreprise, qui veulent expliquer que finalement Word c'est pas le bon sujet, ou qu'avec FrameMaker ils ont atteint leurs limites, et que ça vaudrait le coup de penser à quelque chose de différent, et tout ça. Donc c'est un peu, ou quand les gens ont des systèmes propriétaires, c'est de dire finalement pourquoi on reste sur notre système propriétaire, et pourquoi on n'irait pas vers un système un peu plus standard. Et donc voilà, c'est cette partie-là, c'est donner les évangiles aux personnes qui veulent aller évangéliser. Voilà. Et des retours d'expérience, et savoir comment aider les entreprises. Donc c'est plutôt des évangélistes de Dita. Donc toi qui as fait beaucoup de formations, je pense peut-être Oui. tu rencontres des gens dans ce niveau-là, tu rencontres des gens. Oui, ben, ça fait partie de mon travail en fait d'évangéliser, donc il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une ambiguïté. Je sais pas si, je sais pas si c'est un sujet, mais donc je suis dans une entreprise, donc forcément, je fais la promotion de mon entreprise, qui fait des formations, qui vend des CMS, qui aide éventuellement à démarrer des projets et même à les écrire. Donc on fait à peu près toute la chaîne de l'évangélisation à la rédaction et à la publication finale. Je crois que la question c'est, est-ce conflit d'intérêt, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, Voilà, c'est ça. autour de ça. Il y a un moment donné, on va me demander quelque chose et je vais renvoyer à un service commercial. Oui, mais je suis dans la même situation, Nolwenn est dans la même situation, et je pense qu'on est tous peut-être potentiellement dans cette situation-là. Donc le principe, c'est d'essayer d'être objectif dans nos points, d'être factuel, et après voilà, si jamais il y a des gens qui font trop de prosélytisme en disant chaque fois qu'ils font que des présentations avec la communauté, tout naturellement les mettra au banc, ou leur expliquera que c'est pas ce qu'on attend d'une communauté. Mais je crois qu'on ne peut pas exclure les prestataires de services d'une communauté, parce qu'ils ont aussi une expertise. Et au-delà de ça, je pense que c'est intéressant même d'avoir un annuaire ou un répertoire de spécialistes d'Edita de services professionnels, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est en visibilité en permanence. Trouver un prestataire compétent sur Dita, je pense que c'est quelque chose qui peut apporter aussi de la visibilité à la communauté, et déjà en dehors de la communauté, de voir des gens actifs. Peut-être le rajouter à la liste de courses, oui. Mais je crois qu'effectivement, c'est un point important. Je ne sais pas comment naissent les projets d'ITA. Je me suis jamais vraiment trop posé cette question-là. Dans une entreprise, est-ce que c'est par un manager qui demande à ce que ça se produise mieux, ou est-ce que c'est plutôt l'offre qui se fait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de la direction technique qui va proposer. Je sais pas, Lionel, si tu as des expériences de ce côté-là. Je pense que ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise, et de l'ownership de l'équipe doc. C'est-à-dire que je pense que c'est quand même souvent, Dita, c'est très grassroots, quoi. Ça arrive du bas et les gens veulent aller. Pour la simple raison que Dita n'est pas très connu des décideurs vendeurs de notre industrie dans les entreprises, sauf si c'est amené dans le cadre d'un projet plus large. Et ça, je pense que tu as cette expérience, Dominique. Mais souvent, il faut un champion quand même, quelqu'un qui est capable de porter le projet, montrer le ROI. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à amener Dita dans mon entreprise précédente. C'est montrer le ROI en termes de traduction et en termes de vélocité pour sortir de la documentation et augmenter le go-to-market. Voilà. Mais c'est parce que j'étais capable de le calculer. Et je pense que ça, pour faire le lien avec ce que présentait Catel avant aussi, c'est-à-dire que dans cette promotion d'ITA, on va trouver quand même des contenus, des conférences, des choses comme ça, des présentations qui ont été faites, des sujets intéressants qui ont été faits par des content, comment je peux dire en français, des content strategists qui ont présenté. Et souvent, je pense qu'on a certaines de ces conférences pourraient valoir le coup à partager dans notre communauté. Donc ça peut être aussi des choses
qui peuvent être intéressantes à traduire. Complètement. Ok, voilà Lionel, le geek. La taille du geek. Ouais, donc moi ce que j'entends jusqu'à présent, c'est qu'en effet, c'est important d'avoir des retours sur l'aventure d'ITA. Moi, ce que j'identifie comme très problématique justement dans l'aventure d'ITA, c'est que c'est quand même un standard technique qui, au-delà d'être un standard, est un outil. Donc, je sais qu'il n'y a pas que le DITA OpenToolkit pour publier DITA, il y a d'autres systèmes, mais ça reste quand même le système majoritaire et ce n'est pas forcément quelque chose qui est très évident à prendre en main. Moi, ce que j'ai constaté, c'est en formant mes apprentis, c'est que les apprentis, les gens qui comprennent comment DITA est transformé, comprennent mieux DITA. Comprendre, écrire dans DITA, quand on sait par quelle transformation ça va passer, c'est plus simple. Et ça permet aussi de se projeter dans des cas d'utilisation du standard qui sont différents du cas d'utilisation de base, hein, qui est produire de la documentation, et donc d'aller plus loin vers des domaines comme le marketing ou la communication plus large, le stockage, enfin, la mise à disposition d'informations. Donc, moi, dans cette communauté, ce que j'aimerais apporter, c'est d'abord certaines expertises en termes de ressources. Voilà, je suis en contact avec l'équipe DITA OpenToolkit et j'ai discuté avec l'équipe Doc, parce que je pense qu'il y a une carte à jouer pour notre communauté à participer à l'effort de documentation du DITA OpenToolkit. Et aujourd'hui, une documentation très technique et pas très orientée usage, et que ça pourrait être intéressant d'aller les voir et de leur dire voilà ce qu'on peut vous proposer, voilà comment on utilise DITA et comment on l'a fait techniquement. Que ce soit en entreprise, mais aussi pour des étudiants qui voudraient se familiariser avec le standard et la technique et qui ont toujours besoin de projets, de premières réalisations. Et au-delà de ça, c'est partager la galaxie qui est autour de DITA. Donc, DITA, c'est du XML. Il y a toute une galaxie d'outils qui est utile aux gens qui utilisent le standard. Donc là, on a cité Schematron, mais il y en a d'autres. Et en gros, c'est donner plus d'outils aux gens pour être plus autonomes, pouvoir customiser le toolkit, aller plus loin dans leur usage et devenir un peu des power users. Voilà, moi, pour partager mon expérience très personnelle dans mon entreprise précédente, grâce à la maîtrise de d'ITA-OT et des technologies afférentes de l'équipe, l'équipe Doc s'est vraiment positionnée comme incontournable au sein de la R&D. Mais ça, c'est parce qu'on a proposé de la valeur supplémentaire grâce à DITA en disant on va pouvoir réutiliser du contenu, on va pouvoir vous assurer que les choses sont à jour. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un petit déficit technique en France. Et je pense que ces comités, c'est une bonne occasion pour le combler, parce qu'on ne peut pas demander à l'université, par exemple, de combler entièrement ce problème. On a besoin de partager en tant que professionnels nos pratiques dans notre quotidien de rédacteur, spécialiste ici. Dominique, je ne t'entends pas. Je pense aussi que l'intérêt d'une communauté, c'est que les gens aient moins peur de se lancer dans des choses en se disant que si jamais je tombe sur un écueil, je ne serai pas livré à moi-même, je pourrais éventuellement m'appuyer sur d'autres membres de la communauté pour m'assister si jamais je coince. Donc avoir un peu moins peur et enrichir la communauté à son tour. Complètement, parce que il y a des ressources, hein, il y a la liste d'ITA, il y a le Slack de DITA OpenToolkit où il y a quand même des réponses. Il y a les issues d'ITA OpenToolkit sur GitHub qui sont une source d'information une fois qu'on réussit à un peu décoder les choses. Mais il faut un kit de démarrage, quoi. Et il faut aussi réussir à estimer le niveau d'information nécessaire pour mettre le pied à l'étrier de tout le monde et commencer. Et je pense que c'est, dans un premier temps, ce qu'on va devoir essayer de faire dans ces communautés, c'est comprendre ce qu'on ne comprend pas de DITA et ensuite pouvoir commencer à travailler sur des axes d'amélioration pour les gens que ça intéresse. C'est peut-être d'ailleurs un des principaux freins au démarrage dans beaucoup de communautés. C'est ce qui fait la force d'outils concurrents. Quand on parle de Matcat Flare, Roborel, Power for It, c'est que ça arrive tout packagé avec
support, alors que des solutions comme Dita n'ont pas cet avantage-là. Ils sont beaucoup plus puissants. Donc, effectivement, avoir un kit de démarrage rapide, avoir une solution de savoir ça, on peut avoir des supports. Et puis après, aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une foultitude de plugins, il y a une foultitude de solutions qui ont été développées. C'est une mine énorme. Mais voilà, savoir s'en servir de tout ça, je crois que c'est très important. Donc, voilà, des XSLT, CSS, JavaScript. Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs, parce que pour l'instant, on a des universités, on est en discussion avec un certain nombre d'universités, donc ce sont des universités très rédaction technique et traduction. Ça vaut peut-être le coup peut-être de se rapprocher, d'avoir une université genre UT Technique, UTC Compiègne, des gens comme ça qui ont des parties plus XML, XSLT. Alors, ça, c'est un des problèmes aussi, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit forcément quand on ne s'est pas penché sur le sujet. En tant que rédacteur, on trouve que Dita, c'est fantastique, que la stack technique est incroyable. Et c'est vrai qu'on n'a pas un support fou de la communauté des développeurs en France, parce que la communauté de développement autour des technologies XML est assez peu développée. Il n'y a pas de conférence XML en France. Il y a XML Prague et il y avait XML London avant, mais ça n'existe pas en France. Et c'est dommage parce que c'est des technologies qui sont complexes, mais qui sont accessibles quand on comprend les enjeux. Et moi, pour avoir formé une de mes apprentis de manière avancée à XSLT, je pense que ça lui a clairement ouvert la porte vers un nouveau métier, quoi. Pas juste rédactrice. Et donc, au début, je parlais de DocOps, qui est un terme qui monte un peu dans la communauté mondiale de la doc. En gros, c'est comment je fais pour automatiser les tâches qui me prennent du temps et me concentrer uniquement sur la valeur, qui est la création de contenu. Donc, moi, je n'ai rien contre les gros CMS et les solutions packagées, mais je sais que pour des petites boîtes qui sont débrouillardes, pouvoir bootstrapper un projet Dita avec Git, les outils d'automatisation gratuits et le Dita Open Toolkit, ça peut vraiment, vraiment permettre d'avancer très vite vers quelque chose qui produit de la valeur. Et après, seulement, on peut aller vers des choses plus avancées, des dépenses qui sont assez conséquentes sur des systèmes comme les CCMS, quoi. C'est un peu polémique, donc on ne va pas rentrer le sujet. Je pense qu'on a des fournisseurs de CMS, donc il y a des discussions de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des candidats? Julien, peut-être, je te vois pas dans mon panel, mais je pense que si tu es toujours là. Oui, justement, mais c'était surtout sur... Oui, je suis là. Je coupe mon micro juste pour pas trop faire de bruit pendant que je parle pas. C'était surtout sur ce point-là, en fait, qu'on était intéressés, nous, et c'est pour ça que je m'étais inscrit surtout sur ce point-là, parce que c'était pour peut-être essayer de fournir notre comment ça s'appelle, notre savoir-faire, en fait, sur tout ce qui est justement, puisque nous, on utilise XSLT, CSS, forcément, c'est des trucs qui me parlent, c'est juste ce que j'utilise tous les jours, c'est la base de mon travail. Donc oui, effectivement, fournir peut-être des points de départ ou avoir un retour des gens qui expliquent peut-être ce qui leur manquerait pour avoir cette espèce de pied à l'étrier qui leur dirait ah mais en fait je peux pas passer à Dita parce que j'ai encore c'est un petit blocage, j'ai peur de m'engager sur ça, c'est peut-être trop technique ou enfin voilà, et c'est peut-être d'essayer d'éclairer ça comme l'a dit Lionel, de donner un petit point en disant mais non en fait c'est pas si obscur que ça, on n'est pas du côté obscur de la force, en fait on essaye de rendre ça visible à tout le monde et de le rendre le plus facile à utiliser possible. Ouais. Et puis clairement, s'il y a des gens qui savent le faire, c'est Microsoft, hein, sans vouloir faire mon fanboy. Oui, mais encore une fois, il faut que ça soit au service de la communauté, pas au service d'un fournisseur. Donc on est toujours dans Bien sûr que l'idée, de toute façon, c'est pas, on n'est pas venu là pour faire un petit peu de pub, on en fait indirectement, parce que j'ai même vu le résultat c'est pas moi qui ai voté 20 fois en disant qu'on utilisait Oxygen. Je vois juste en même temps que vous les résultats, mais je me dis que non, l'idée c'est aussi de voir ce que les gens, la nécessité, les besoins de chacun, et peut-être d'essayer de faire en sorte qu'on fournisse un maximum d'outils qui permettent en fait de faciliter l'approche de ces technologies-là qui sont peut-être un peu obscures. Ok, voilà, donc ça c'est le groupe 3. Après ces chantiers-là, on va revenir, on va essayer de définir un petit peu comment on avance, mais on voulait les partager, on va avoir déjà un certain nombre de volontaires pour structurer ces points-là. Le quatrième sujet est un peu plus comment dire,
et beaucoup moins d'ITA, mais effectivement, on envisage donc de travailler, d'arriver à faire fonctionner notre activité et avec les universités. Donc, ça nous imposera à un certain moment une structure juridique qui sera certainement un statut de type associatif pour pouvoir travailler avec les universités. Catel, tu peux peut-être en dire un mot, mais je pense que ça, tout le monde comprend bien qu'il y a une certaine partie administrative. Oui, notamment, le plus classique, c'est l'établissement de conventions de partenariat. Ça se fait bien en général, ça s'est déjà fait chez nous, ça peut se faire dans d'autres universités, je pense, sans trop de soucis, mais ouais, je pense que le statut associatif peut ouvrir plusieurs portes parce que, notamment si on parle de stage d'apprentissage, le statut d'association peut permettre d'accueillir des étudiants en stage ou en tant qu'apprenti aussi, c'est pas inintéressant. Pour justement les former, vous parliez d'aspects de la technologie qui sont plus difficiles à maîtriser, ça peut peut-être être l'occasion de poursuivre un peu plus loin la formation des étudiants, pourquoi pas? Voilà, et donc on a aussi, on va certainement parler d'outils, de mettre en place peut-être un web, un forum. On parlait de partager, d'avoir un peu de support technique, avoir une base de fournisseurs de services, une base, tout ça. Donc ça nécessitera d'avoir peut-être un hébergement, donc ça aura un certain coût. Donc on réfléchira, on discutera aussi dans cette partie juridique et financement comment ça peut fonctionner. On va discuter aussi de la relation industrie-université. Je crois que c'est un point clé dans notre point et pas que avec l'université Rennes 2. Donc on va essayer d'aller convaincre les autres universités. Donc je disais, on est en discussion avec Paris Diderot. On est en discussion avec d'autres universités. On aimerait bien avoir des universités de Belgique et de Suisse aussi pour ne pas nous retrouver français francophones. Et après, on va discuter d'un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin de structuration, c'est des interventions dans les universités. Si les universités sont intéressées à avoir des professionnels qui viennent expliquer, la communauté pourra leur fournir ces professionnels si elle le souhaite de ce côté-là. On va pouvoir discuter de stage et apprentissage, donc des stages peut-être avec l'association, mais des stages aussi entre les entreprises que les entreprises dans lesquelles nous faisons partie puissent proposer des stages et accueillir des stagiaires. Je pense que c'est un sujet particulièrement cette année ou ces années-ci qui sont un peu assez critiques. L'apprentissage, c'est un sujet, donc Lionel parlait d'apprentissage, il y a certaines universités qui le font, d'autres moins. Il y a un problème peut-être d'apprentissage à distance, est-ce que le téléapprentissage fonctionne ou pas? Je pense qu'on y viendra peut-être. Et des projets de collaboration. Je pense qu'on a aussi un certain nombre, nous tous professionnels, nous avons parfois des idées qui ne sont pas forcément des idées commercialisables et tout ça, mais qui feraient avancer. Je pense que c'est des sujets d'innovation qu'on pourrait fouiller plus avant. Voilà, nous, moi, en tant que société de localisation, on n'est pas du tout dans la partie création de contenu et technologie à vendre, mais on a un certain nombre d'outils que certains de nos clients ou certaines idées de choses comme ça qui pourraient être intéressants pour les étudiants de prendre en charge. On a parlé en particulier d'un qui nous intéresse tout particulièrement avec Patrice, c'est comment rédiger du contenu pour être sûr que les variables ou le contenu qu'on importe dedans puisse être externalisé, ne s'accorde pas dans toutes les langues. Voilà, des sujets à la limite de la linguistique et de la techno ou de structuration de phrases, voilà, des sujets de ce type-là qui pourraient être intéressants. Donc là, sur la partie structure juridique et financement, je pense qu'on va travailler. On va regarder déjà aussi les exemples qui se font. C'est là où Catel disait qu'il y a d'autres systèmes associatifs ou d'autres qui existent. Donc on va se rapprocher de ces gens-là pour essayer de proposer quelque chose, travailler un petit peu là-dessus. Tout ce qui est projet de collaboration, c'est tous les gens qui sont intéressés de ce côté-là peuvent venir nous rejoindre pour se définir peut-être quand il y a une idée comme ça, nous aider à la structurer en termes de projet, voir si ça intéresse quelqu'un, définir un petit peu le périmètre, comment on le fait avancer, comment on le partage. Tous ces points-là seront des sujets qui viendront. Donc, si des gens qui se sentent
volontaires pour ce genre de sujet ou pas, des gens qui seraient justement plus la partie rédaction et ou dans le fonctionnel de DITA, fonctionnement de DITA et moins dans la partie technique ni dans la partie rédaction. C'est un peu compliqué, mais c'est... Donc n'hésitez pas après à revenir sur ce sujet-là. Le point 5, Lionel, comme tu es avec Nolwenn, mais Nolwenn n'étant pas là. Alors, donc, bon, sur la conférence en ligne, je pense que clairement, il y a une envie. Et je pense que c'est toujours intéressant de se placer une échéance par an sur laquelle un événement sur lequel on focus. Concernant les forums d'échange, c'est plus une question pour la communauté. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui s'offrent à nous de manière presque gratuite, quoi. Donc, on a déjà un groupe LinkedIn, on pourrait imaginer avoir un Slack. La question, ça va être aussi comment vous êtes le plus à l'aise pour poser des questions, récupérer des réponses. Est-ce que vous êtes à l'aise pour partager vos problèmes avec tout le monde, quoi. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, surtout pour nous, Français, qui aimons bien avoir toutes les réponses à l'avance. Donc, bon, ça, c'est un sujet sur lequel on va devoir travailler aussi, qui va peut-être différer d'un chantier à l'autre. Oui, je pense que c'est le cas, parce que je pense que des geeks Slack, ça va être l'outil assez naturel. Des gens comme moi, ils sont perdus dès qu'ils sont sur Slack. Donc, après... Moi, j'aime assez un fonctionnement qui est celui de la communauté Write the Docs, qui est une communauté mondiale, un peu, qui n'est pas vraiment une organisation officielle, on va dire, mais qui a un Slack et qui fait un digest de son Slack régulièrement avec une cadence. Et voilà les problèmes qui ont été rencontrés, comment on les a résolus. Je pense qu'avoir ce fonctionnement de repartage de l'information un peu digéré pour des gens qui ne sont pas forcément dans une démarche en temps réel, quoi, de réponse, dans une temporalité un peu plus... Et sinon, je pense que là, déjà, juste en discutant, on voit qu'on a des sujets de webinaires qui surgissent, le rapport avec les DevOps, comment je fais de la doc chez moi. Je pense que travailler en show and tell, enfin, vraiment mise en exemple de sa pratique personnelle, avec une partie échange à la fin, après une présentation, questions, remarques, etc. Je pense que ça pourrait vraiment nous aider aussi à comprendre ce que font les autres et avoir des moments de connexion qui sont un peu compliqués dans le contexte actuel. En essayant d'avoir des choses qui ne soient pas que technique outil ou case study, mais aussi on peut avoir des choses avec des néo-professionnels qui partagent leur retour à plusieurs sur qu'est-ce qu'ils ont, comment s'est passé l'écart entre l'université et l'entreprise, ou tous des sujets de ce type-là. Donc on va essayer de présenter un programme éditorial de conférences en ligne qui permettra de matérialiser un petit peu notre communauté et peut-être d'attirer de plus en plus de gens, puisqu'en fait, ça va être une certaine partie visible de l'iceberg où on va pouvoir faire un peu de prosélytisme plus large dans la communauté. Peut-être qu'on va attirer à travers ces sujets-là des gens qui ne sont pas concernés par DITA, ou qui n'ont pas ou qui ont juste entendu parler de DITA et qui viendront à titre de curiosité, et quand on leur démontrera la magie, ils vont tomber amoureux, tomber en amour, comme on dit au Québec. Dominique, est-ce que tu je sais pas. peux clôturer ton partage d'écran, comme ça on peut voir tout le monde sur l'écran? Ouais, attends. Ça se configure, ouais. ça. Hein. Je fais juste le dernier. Ça, c'est un sujet pour exister dans la communauté, c'est nous donner aussi des accès privilégiés à des salons et des conférences. On va essayer de discuter avec CIDM, avec TECOM, avec des gens comme ça, pour avoir être présent dans les conférences chaque fois, pour participer à ces points-là. On va essayer de discuter aussi pour que les universités aient accès à des outils de façon certains gratuits, pour essayer de développer,
accès à plus d'outils gratuits pour leur permettre de tester ou de développer ces points-là. Voilà. Et on va travailler sur la visibilité à la communauté d'ITA aussi, d'apparaître, on va essayer de se greffer sur l'ensemble de ces conférences pour exister dans la communauté d'ITA. Et aussi, on en parlait avec Lionel aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, peut-être au titre de notre association, devenir membre de Oasis pour être, en tant que membre de Oasis, être dans le Technical Committee d'ITA. Donc notre association en tant que telle, plutôt que d'avoir 3 entreprises françaises parce que ça peut être relativement cher, en tant qu'association, je pense qu'on doit pouvoir relayer et être présents tous ensemble auprès du comité. Voilà, et là-dessus, j'arrête de partager mon écran. Voilà, comme ça on verra tout le monde. Nous sommes 32, je crois qu'on en a perdu un, on était 33 il y a quelques minutes. Donc c'est déjà un premier succès. Donc est-ce qu'il y a des... Voilà, on ouvre les micros là maintenant. Est-ce que... Voilà, ceux qui n'ont pas parlé, est-ce qu'ils peuvent partager? Est-ce qu'il y a des sujets qui les intéressent plus particulièrement, dans lesquels ils sont prêts à s'impliquer? On fait un petit tour de table peut-être rapidement, tous les gens qui n'ont pas parlé. Maëline, on va commencer par toi parce que je te vois à la vidéo, donc on va prendre dans l'ordre. Est-ce qu'il y a des sujets dans lesquels tu te sens plus impliqué? Moi, pour l'instant, donc, je viens de finir mon stage, donc je suis étudiante du coup de Nolwenn Carvalho et de Catel. Je viens de finir mon stage et là, on va passer seulement à la migration d'ITA le mois prochain. Donc, pour le coup, je pourrais éventuellement voilà, partager mes petits soucis de migration et ceux sur quoi on travaille. Ça, ouais, je pourrais partager du coup la mise en place de DITA, ça m'intéresse. Ok, Mirko. Oui, bonjour. Alors là, j'étais plutôt, je voulais découvrir un peu comment ça se passe. Hein. Là, je suis donc peut-être pas encore dans une phase où je pourrais participer plus activement, malheureusement. Enfin, mais ça peut très bien changer. Serais-tu un de nos membres suisses? Oui, alors moi-même, je suis pas suisse, mais je suis basé en Suisse, oui, à Neuchâtel, donc pas très loin de Genève et Lausanne, oui. D'accord. Est-ce que sur Genève et Lausanne, tu connais des universités, tu connais un peu la filière formation dans ce domaine-là, ou tu sais? Plutôt dans le domaine traduction, parce que moi, mon profil, c'est plutôt localisation, traduction. J'ai en fait introduit aussi un CCMS dans une grosse boîte informatique il y a une dizaine d'années avec DITA à l'époque. Donc j'ai un peu cette expérience, même s'il n'est pas tout à fait récente. Mais mes contacts ici, mon réseau est plutôt dans le domaine de la localisation et à Genève, effectivement à l'université de Genève, j'ai des contacts, mais plutôt côté traduction et outils de traduction. Mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant, je pourrais peut-être me renseigner en tout cas. Voilà. Oui. On est preneur pour des points d'entrée sur la communauté suisse, voilà, si tu es... Très bien, ça je veux bien m'en charger alors, oui, ça je veux bien m'en charger. Patrick Daubou, puisqu'il y a plusieurs Patrick. Il faut que tu te unmute, hein, t'es mute là. Alors, oui, voilà, vous m'entendez? Bon, oui. Ouais, j'étais en open space, donc j'ai eu le temps de me déplacer pour trouver une place ailleurs. Moi, c'est Patrick Debout. J'ai obtenu mon master en communication technique à l'Université de Clermont-Ferrand en 2014. Et aujourd'hui, j'exerce chez Schneider Electric en tant que chef de projet documentation technique. Donc, est-ce qu'on a couvert pour toi tous les sujets là, ou est-ce qu'il y a des sujets dans lesquels tu te verrais plus contribuer? Tout à fait, notamment concernant tout ce qui est partage d'expérience d'ITA, parce que j'ai mis en place ici un système de single sourcing tool pour faire de la documentation technique basée sur DITA. Donc oui, je peux contribuer tout à fait. D'accord, très bien, on prend note. Andrew, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Oui, c'est vrai. Bonjour. Là, j'habite à Paris en tout cas et je travaille pour une société qui s'appelle Artem, qui est spécialisée dans le domaine de compression vidéo. Donc, c'est un domaine assez technique,
très basé l'informatique à la base. Mais ce que je pourrais faire, je pourrais partager mes expériences à comment on a passé de l'ancienne époque vers DITA et qu'est-ce qu'on avait fait pour mettre en place des systèmes de collaboration entre DITA et des systèmes de wiki, je dirais, chez côté développeur. Donc, comment on peut suivre toutes les mises à jour avec les Scrum et les sprints. On avait mis quelque chose en place et ça peut être intéressant de partager ça avec vous. D'accord. Et en même temps, ça peut faire un brainstorming quelque part. Je l'avais déjà écrit dans le message. Ouais. Et peut-être d'autres gens qui font des choses similaires, peut-être comme Lionel, ou une autre vision des choses. Et ça peut être intéressant de mélanger les deux approches. D'accord. Il y a peut-être un sujet techno aussi sur la partie le vidéo d'un DITA. Je crois que c'est un sujet qu'on commence à voir apparaître dans l'utilisation de la vidéo dans la partie TechCom. Comment ça s'intègre. Je pense que ce que Patrice ou Lionel, ce que vous en pensez, mais je pense que c'est des sujets qu'on voit de plus en plus, ou disons des sujets de questions qu'on voit de plus en plus. Ok, donc après on a SCM. Je ne sais pas ce qui est SCM, 600. Oui. Non, c'est Stéphane. D'accord. Bonjour. Justement, vous parliez de vidéo. C'est vrai que j'étais enfin, pour commencer, j'ai fait une formation en partenariat avec l'Université de Rennes, avec Nolwenn. Et puis avec France Barry, donc, qui est québécoise, il me semble que vous la connaissez. Bien connue. Et du coup, vous parliez de vidéo, et c'est vrai que j'étais en lien avec une société qui proposait une solution d'e-learning vidéo, des instructions vidéo, qui s'appelle manuel.to, et ils ne connaissaient pas DITA. Et j'ai invité à se rapprocher de professionnels qui connaissent vraiment bien DITA pour développer le sujet. C'est une entreprise qui est assez récente, et je pense qu'ils pourraient être intéressés à rejoindre la communauté. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé là-dedans, c'est la partie learning and training, parce qu'on parle beaucoup de documentation technique. Et learning and training, c'est quand même des choses qu'on voit de plus en plus apparaître, et ça fait quelques années qu'on pousse ça. La version 1.3 inclut la spécialisation learning and training. C'est pas sûr que la 2.0 la conserve d'ailleurs, mais elle va rester quand même existante à côté. Et c'est un sujet, voilà, vidéo, learning and training, les plugins SCORM, c'est des choses qui sont un petit peu dans des sujets qui pourraient intéresser notre partie un peu techno, le groupe techno. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lionel, mais ça peut être un des sujets. Ah ben, si on réussit à craquer ce sujet, on est les rois du monde. Celui qui résoudra le problème, effectivement. Ouais. Ok, allez, on passe à Bénédicte. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, ouais. Super. Du coup, moi, je suis étudiante là en Master 2 à Rennes. Du coup, je suis l'étudiante de Catel et de Nolwenn. Donc, oui, moi, je peux complètement prendre part au projet, mais c'est vrai qu'après, en tant qu'étudiante, je ne vois pas avoir des responsabilités non plus, on va dire, un petit peu trop conséquentes, où il faudrait au moins que je sois en collaboration avec Catel ou avec Madame Carzreo. Oui, Nolwenn, hein, parce que Madame Carzero, personne ne sait. Donc, non, mais effectivement, je pense qu'on a, de toute façon, on a besoin, on va mettre en place des outils, on va mettre en place des solutions. On aura besoin de gens pour participer à ces groupes-là. Si on s'appuie sur la disponibilité des professionnels, on manquera peut-être parfois de disponibilité. Peut-être que les étudiants peuvent nous aider à faire dans ces groupes-là, apporter un petit peu de logistique ou de disponibilité ou d'avancer. Je pense que ce sera assez formateur aussi pour eux. Ouais, d'accord. Leslie. Oui. Moi, à mon niveau, je peux contribuer au niveau de la traduction et de la terminologie parce que j'ai fait des études là-dedans et j'ai travaillé un peu. Et à part ça, je ne me sens pas encore assez légitime pour contribuer de mes connaissances, mais en bénéficier avec plaisir. C'est le principe d'une communauté, c'est-à-dire qu'on prend, on donne, on apporte à des moments. L'essentiel, c'est d'être volontaire pour participer. Donc Tracy, je sais pas comment. Oui, alors moi, je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit là précédemment, parce que du coup, ce qui est assez compliqué pour moi, c'est de pouvoir apporter quoi que ce soit du fait du peu d'expérience que je peux avoir et du peu de connaissances. En tout cas par rapport aux connaissances que vous avez et qui sont assez poussées.
pour ce qui est de la norme DITA. Mais voilà, moi, s'il y avait un endroit où je pourrais apporter ma contribution, ce serait peut-être sur la traduction, mais enfin, sinon, je ne vois pas vraiment. Voilà. Mais je pense que tous les nouveaux apportent beaucoup à une communauté dans le sens où ils vont poser des questions auxquelles la communauté n'a pas. Et puis justement, quand parlait Lionel de dire on manque de, peut-être qu'il y a un frein au démarrage avec DITA, ben justement, c'est ce frein-là qui peuvent être, les nouveaux peuvent justement être le mieux placés pour appréhender, pour nous dire attention, c'est ça qu'on trouve pas, c'est ça qui peut freiner. Je pense que c'est intéressant de ce côté-là. Nous, quand on est tombé dedans quand on était petit, on ne se rend pas trop compte forcément de ces freins-là. Donc, tous les nouveaux. Donc, Julien, je saute. Rémi, on a déjà partie volontaire sur la partie traduction, mais tu es le bienvenu sur d'autres si tu le sens. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on a oubliés d'ailleurs, Rémi, toi, est-ce que tu penses donc tu es un tout néo-professionnel, c'est ça, si je ne m'abuse? Alors, j'ai terminé mes études il y a 1 an. J'ai fait le master rédacteur à Brest. Et en ce moment, je cherche du travail, justement, à poste de rédacteur technique. En attendant, je suis commencé à me familiariser avec DITA. Et effectivement, je serais intéressé pour proposer des sujets, justement, comme tu viens de mentionner. Quelles questions, quels défis auxquels font face les nouveaux utilisateurs de DITA. Voilà. Ensuite, je serais capable de faire le lien avec ce master justement à Brest. Je pense qu'il y a des partenariats qui seraient possibles, qui intéresseraient le master. D'accord. Et autrement, je pense que les sujets qui ont été évoqués me semblent complets. D'accord. Donc Marine, tu es déjà plus qu'active dans la communauté, puisque tu as déjà participé à la création de Learning DITA, comme tu disais. Donc je pense que tu as reçu du renfort, tu as beaucoup de renforts qui viennent d'arriver là. Oui. Je veux aussi avoir besoin de renforts financiers s'il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes d'Ixiasoft ou encore d'autres qui veulent sponsoriser, aider à financer tout ce qui est structure, puisque il faut acheter des licences pour le LMS, il faut acheter l'hébergeur et tout ça. Voilà, tout ça, c'est le genre de choses qu'on va traiter. Des LMS, il y en a des gratuits. Hein. Nous, on utilise un LMS, open source. Ouais, mais je suis partie sur un LMS gratuit et je me suis confrontée à des problèmes qui étaient. Ok, voilà, on discutera de ce sujet-là. Mais effectivement, c'est le but de l'organisation de créer une association et de mettre en place des choses pour pouvoir justement structurer un petit peu, pouvoir apporter même si je pense que notre objectif va pas être de lever des millions d'euros en mettant des memberships à 1000 euros comme Oasis, mais on va essayer de mettre en place ce qu'il faut pour avoir des structures communes et pouvoir partager. Mais déjà, on a déjà des volontaires pour participer, pour donner un push sur la traduction, donc je pense que c'est bénéfique. Et après, je peux aussi essayer de motiver mon collègue avec qui je travaille vraiment sur de la rédaction technique à participer. Donc j'ai vu que c'était enregistré, je vais lui transmettre le lien. Voilà. Nous, on pourrait surtout partager notre expérience sur comment on a mis en place DITA chez nous pour pouvoir faire du multicouche, c'est-à-dire qu'on a un premier produit qui est dont la documentation est entièrement décrite en DITA, et ensuite pour les produits qui viennent se baser sur ce produit, on fait de la customisation et beaucoup de réutilisation, donc je pense que ça peut être aussi un sujet qui peut intéresser la communauté. D'accord. Très bien, bon, on note tout ça, on continue notre tour. Donc Céline. Yeah. Ouais. Céline, on n'entend pas Céline. Très bien. Eh bien, écoutez, il nous reste Guillaume. Et puis après, je pense qu'on clôture assez rapidement. Ah non, je vais être coincé. Je vais être coincé parce que moi, je fais une conférence dans un quart d'heure. Guillaume, parce qu'on n'arrive pas à entendre Céline. Bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume Séjourné, parce qu'en fait, il n'y a pas mon nom qui apparaît dans
la liste des participants. Perso, ça fait une vingtaine d'années que je suis plutôt documentation engineer. Donc, j'ai commencé avec du XML brut, des schémas perso pour faire de la documentation. J'avais participé avec Daniel Veillard à libxml2, si ça paraît quelqu'un. Et du coup, j'en suis venu à faire de l'évangélisation pour des documentations XML et DITA en particulier depuis une quinzaine d'années. J'ai un peu changé de métier depuis, parce que même si je suis encore responsable d'un service de doc, c'est pas mon métier principal. Donc je suis tout à fait ouvert pour discuter des différentes expériences que j'ai eues sur la mise en place de DITA en Donc, entreprise. tu peux contribuer à la partie adoption de DITA, comment vendre DITA à l'intérieur d'une entreprise. Ouais, clairement, c'est quelque chose que j'ai fait à mon compte pendant un peu moins de 10 ans. Et puis après que j'ai continué en entreprise. Donc, j'ai plusieurs expériences à partager, on va dire, des bonnes et des moins bonnes. Donc, Ok, c'est un bon teaser. Je suis désolé, Guillaume, j'essaie d'avancer assez vite pour essayer de donner la parole. Ouais, ça marche, ça marche. On est hors délai déjà, donc on va essayer de continuer. Julia, pardon. Oui, Julia. Bonjour tout le monde. Du coup, moi aussi, je suis assez nouvelle en fait dans mon métier de rédactrice technique. J'ai eu mon master tout juste l'année dernière et puis là, ça va faire presque un an que je travaille vraiment en tant que rédactrice. Donc, je pourrais plus participer au niveau de la partie traduction parce que du coup, j'ai fait une formation, j'ai fait la formation dirigée par Catel. Donc à ce niveau-là, je pourrais contribuer. Après, au niveau de la rédaction, je pourrais partager mes expériences que j'ai pu avoir au niveau de mon stage de deuxième année de master, par exemple, que j'ai fait avec Géraldine, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs. Oui, elle est passée devant, Géraldine, elle a changé de... Et puis oui, là en ce moment, je suis plus sur une problématique avec ma collègue on essaye de convaincre en fait plus la partie développeur et puis la personne qui est responsable du training de passer du Word à DITA et c'est un peu compliqué. Donc, Et voilà, donc il y a notre équipe de DITA Adoption va te donner un gros coup de main. Voilà, donc moi j'aimerais plus bénéficier en fait de l'expérience d'expert entre guillemets. Ok, très bien. On essaie d'avancer rapidement. Géraldine, tu as changé, t'es montée, je ne sais pas pourquoi. Donc, dans mon écran, j'ai failli t'oublier. Géraldine? Ok, on n'entend pas Géraldine, donc elle a perdu son tour. Jérôme, on essaie rapidement, parce qu'il nous reste encore 4 personnes. Oui, bonjour. Je ne sais pas si ma caméra fonctionne, non, ça n'a pas l'air. A priori, non. Et bonjour, Jérôme Lachasse. Écoutez, comme plusieurs parmi nous, je suis assez novice dans DITA, malgré une expérience de 15 ans dans la rédaction technique, plus côté ATA. Mais je reste quand même très volontaire pour aider tout ce qui peut faire avancer la communauté et par là même apprendre sur DITA. Parce que c'est un standard dont j'ai beaucoup entendu parler, mais malheureusement, je ne connais pas assez. D'accord, écoute, tu feras acte de candidature au groupe qui te plaise le plus, et puis on verra en fonction de disponibilité, on verra avancer. Philippe. Avec plaisir. Oui, bonjour, moi je suis de Lausanne, donc en Suisse, je vais essayer de parler vite. C'est pas parce que tu es suisse que tu dis ça, c'est parce que... Oui, c'est pour un stéréotype. Donc en l'occurrence, j'ai beaucoup d'expérience avec d'autres outils. Pour DITA, c'est relativement récent, moins d'une année. Donc je suis très intéressé de savoir un peu mieux comment sont emboîtés tous les engrenages qui sont dans ces systèmes. Moi, potentiellement, ce que je peux proposer, c'est de valider un peu, donc une fois que des livrables sont créés, pouvoir passer à travers pour valider, parce que je n'ai pas suffisamment de compétences en amont. Mais être critique par rapport aux résultats fournis. D'accord, mais en tant que nouvel arrivant, encore une fois, hein, on est très preneur d'informations de nouveaux arrivants à ce standard-là pour savoir quels sont les freins. Marc?
Oui, allô, oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, d'accord. Oui, bonjour. Donc, Marc Medjad. Donc, bon, j'ai raté les 30 premières minutes de la conférence, hein, désolé. C'était les plus intéressantes. Et donc, oui, moi, j'ai mis en place DITA dans mon entreprise, hein, une entreprise d'à peu près 50 000 personnes. Donc, ça fait depuis 7 ans que je suis dessus. Et c'est vrai que je suis très intéressé, moi, par le partage de connaissances. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure je peux contribuer, mais ce serait avec grand plaisir. Si tu as participé au déploiement et à l'évangélisation au sein de l'entreprise, je crois qu'on est beaucoup à être preneur de savoir comment on le promeut. Voilà. Donc là, tu parlais d'adoption d'ITA aussi, c'est des sujets que je connais un petit peu, donc c'est voilà, ça, je suis très, très partie prenante, il n'y a pas de souci. Il y a juste rapidement un petit sujet aussi dont j'ai pas très bien compris, vous parliez d'apprentissage dans le groupe. Donc moi, je suis à la recherche d'apprentis dans ce domaine-là, donc je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre-là. Écoute, oui, je pense que oui, il y a des universités qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas, donc voilà, c'est plus facile avec ça. Mais ce sera c'est un des volets de ce côté-là. Donc si tu veux, tu peux m'écrire, on fera passer les sujets pour démarrer. Et puis JC, Jean-Claude, ah pardon, Géraldine. Oui. Désolée de vous interrompre, il y avait un petit problème technique. Ouais. Bonjour à tous et merci d'abord pour cette initiative. Si je peux. Oui, vas-y. Merci pour cette initiative et voilà, tous ces sujets sont très prometteurs. En tant que, je suis rédactrice technique à Rennes, dans la région de Rennes, donc je suis issue aussi de la formation de Rennes 2. Et en fait, je me verrais bien contributrice sur la partie ressources francophones, ayant été terminologue dans une vue antérieure, je me verrais bien participer à l'harmonisation terminologique. Et puis également, peut-être sur la partie promotion, adoption d'ITA, je peux proposer mon témoignage parce que j'ai implémenté DITA en fait, dans une entreprise et ça fonctionne bien depuis 6-7 ans maintenant. Donc voilà. Et puis, par contre, je serais très preneuse d'informations plutôt sur la partie DevOps, comme je mentionnais tout à l'heure dans le chat, sur les outils d'aide à la collaboration autour de DITA pour nous assister dans ces nouveaux process de type DevOps où tout va très vite et de bout en bout, et voilà comment faire sans devoir faire un compromis sur la qualité, surtout. Donc voilà, je suis très preneuse de ce type d'infos. Très bien. Alors, on va faire rapidement parce que je vais être obligé moi de quitter. JC Musset, c'est Jean-Claude. Je suppose Jean-Claude. Jean-Claude n'a pas l'air d'être là. Alex. Alex qui vient juste de se connecter. Ah, Jean-Charles, pardon. Jean-Charles Musset. Voilà, pardon. I only took 1 year in French in high school. Vas-y, Jean-Charles, pardon, vas-y. On t'entend très mal, Jean-Charles. Je sais pas. C'est très loin. Bon. Allez. Je suis désolé. On va avancer parce que Alex, yes. To speak English? Yes, I do. How about French? N'est pas. Okay. So it's going to be tough for you because it's a French-speaking community. So you might be it might be difficult for you to follow all our exchanges if you cannot. That's okay. Go ahead. I'll get what I can. Ok. Donc je vous propose qu'on en reste là. Je suis désolé de finir un petit peu rapidement comme ça, mais j'ai une conf dans 10 minutes, un panel sur la localisation de DITA, malheureusement en anglais. Donc les étapes suivantes, donc nous on vous remercie tous d'avoir participé, on vous remercie tous de l'élan de volontariat que nous avons noté. On va revoir un petit peu tout ça avec les 4 qui avons initié. On veut pas garder le pilotage du projet, mais on va voir comment maintenant on met l'étape suivante en route.
On a l'enquête qui est en cours. On va participer sur les résultats de l'enquête un petit peu, un peu plus sur la communauté. Donc, si vous n'avez pas répondu à l'enquête, vous retrouvez dans vos liens LinkedIn, tout ça, des choses, vous pouvez aller rentrer sur l'enquête pour qu'on ait une visibilité un peu plus intéressante sur notre communauté. Et puis, on va démarrer ces sujets-là. On va voir comment on s'y prend. Voilà. En théorie, notre réunion a été enregistrée. Maintenant, on va voir comment je récupère l'enregistrement, comment on peut le partager aussi si ça vous intéresse. C'est un des sujets qu'on va voir. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier remords avant que je close la réunion, des choses qu'on n'a pas abordées ou des j'ai juste lancé un sujet par écrit, mais j'ai pas eu trop de réponses. Mais je demandais parce que souvent, enfin nous on vend des CMS, donc et on nous demande souvent comment on écrit en DITA. Et j'aimerais bien avoir l'adresse d'une bonne doc écrite en français et en DITA. Alors quand je dis bonne, c'est un espèce de consensus peut-être qui est utilisé dans les universités ou je ne sais pas. Enfin, donc un exemple qu'on peut trouver en ligne, mais de bonne doc DITA, ça me dirait bien. Voilà. Je pense qu'on a en cours le guide de style DITA qui a été traduit en français. Donc, je suppose que le guide de style DITA est en bon DITA et en bon français. Donc, on va voir si on a accès aux sources, si on a les droits sur les sources. Ça, c'est Microsoft, hein, c'est ça? Non, c'est Scriptorium. C'est quelqu'un de chez Scriptorium. D'accord. Voilà. Très bien, mais écoutez, j'ai noté Fabrice, hein, Patrice, on va reprendre tout ça et on verra. Je vais voir si on a les droits d'accès si on a les droits sur le source du guide de style en français. Ok. Voilà. C'est une solution. Merci à toi. Très bien, merci à tous et merci beaucoup pour votre temps. Alors, au revoir. Alors à bientôt tout le monde. Merci. Au revoir.